Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale La Charnière sur le licenciement de Xabi Alonso. Je suis en compagnie de Samy. On vous avait promis des vidéos à peu près toutes les semaines pour réagir à l'actualité footballistique. Chose promis, chose due. Comment va Samy? Eh ben écoute Julien, ça va super et toi? Bah ça va nickel, on est là pour parler foot, donc forcément ça va bien. Effectivement, c'est un des sujets centraux dans le monde du football. Un des sujets centraux? Un des sujets central? Central? Je sais pas. Le licenciement de Xabi Alonso, c'est la grosse information de la planète foot cette semaine. On vous avait promis des vidéos où nous serons tous les deux en direct ensemble pour pouvoir interagir, pouvoir réagir à cette actualité footballistique, vous donner nos avis et nos analyses. Chose promis, chose due, nous voilà sur le canapé pour pouvoir parler de Xabi Alonso et du Real Madrid. Et si tu es OK, je te propose un petit peu de commencer en se remémorant un petit peu ce qu'a fait Xabi Alonso au Real. Alors la vidéo sera en 3 temps. On va d'abord se replonger un petit peu sur ce qu'a fait Xabi Alonso au Real pendant ces 6 mois à la tête du club merengue. Puis on va se poser la question pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi il s'est fait licencier au bout de 6 mois pour enfin essayer d'entrevoir ce que va devenir le Real Madrid d'ici la fin de la saison. On avait des attentes absolument énormes sur Xabi Alonso. Voilà, c'est cette légende du football espagnol. Voilà, enfant du club, enfant madrilène. Lui qui a passé beaucoup de temps au Real, qui a été un joueur prépondérant du club dans certaines de ses grandes années. Et là, il revient en tant que coach après un passage plutôt réussi fabuleux au Bayer Leverkusen avec cette saison en vainqueur de la Coupe d'Allemagne, vainqueur du championnat en étant invaincu, finaliste malheureux voilà, de l'Europa League. C'est le seul match qu'il perd dans cette saison-là, la saison 2022-2023. Le seul match à ne pas perdre finalement avec ce match absolument fou d'Ademola Lookman. Le 3-0 de Gasperini, l'Atalanta, c'est un super match. Et c'est le seul match que Xabi Alonso perd à ce moment-là. On se dit d'ailleurs qu'il va partir cet été-là, qu'il va déjà faire le grand saut. Il y avait Liverpool notamment qui était très intéressé. Finalement, ils vont partir sur un slot. Il fait sa deuxième saison à Leverkusen qui se passe plutôt bien. Alors, il ne refait pas le même exploit, il n'est pas champion d'Allemagne. Oui. Mais il a toujours tout le crédit du monde pour pouvoir rebondir dans n'importe quel autre club. Le Bayer Leverkusen décide de tourner une page, ils vendent beaucoup de joueurs, Wirtz, Frimpong et évidemment Xabi Alonso qui s'en va et qui signe au Real avec énormément d'attentes comme tu viens de le dire. Il signe pour 3 ans, donc preuve que le Real y croit, preuve qu'il y a un vrai projet qui est mis autour de lui et surtout il vient pour vraiment casser ce côté Real boring et ce côté Real pas vraiment emballant qu'on a vu sous Ancelotti, alors qu'il a gagné la Ligue des Champions 2024 comme ça, mais qui ressort d'une saison 24-25. On se pose énormément de questions. Le quatuor devant, comment on fonctionne, le milieu de terrain, comment ça fonctionne, comment équilibrer cette équipe, comment la rendre emballante, comment réconcilier un petit peu le public du Bernabéu dans ce Bernabéu flambant neuf, absolument majestueux, magnifique. C'est vrai. Voilà, le projet Xabi Alonso, il a tout pour réussir. Tu es d'accord avec moi qu'au départ, tout le monde se dit que c'est le meilleur choix possible pour le Real. C'est ça. Et puis franchement, comment est-ce qu'on peut en vouloir à toutes les personnes qui ont pensé ça? J'étais le premier à le penser, tu étais sûrement le premier à le penser aussi. C'est clair. Xabi Alonso, quand il arrive avec plein de promesses. Retrouver un équilibre dans le 11, notamment comme tu en parlais avec ce trio, voire même ce quatuor d'attaque, si on compte Bellingham devant. Il arrive avec des promesses sur le plan du jeu. Voilà, on connaissait toutes ses capacités, sa vision du football moderne qu'il apportait à son paroxysme du côté de la Bundesliga. Il arrive avec des promesses aussi sur la gestion du vestiaire en soi. Et le problème, c'est que 6 mois plus tard, on voit que c'est peut-être pas un flop, mais en tout cas, c'est un échec. Voilà, il est a priori, de ce qu'on sait, d'un accord à l'amiable. Il quitte le Real Madrid. On ne sait pas réellement. Le communiqué dit accord à l'amiable. Voilà, mais bon. Les journalistes espagnols plutôt bien renseignés du côté du Real disent que on l'a gentiment mis dehors, quoi. Voilà, c'est ça. Je tiens à préciser que quand même tout n'est pas à jeter avec Xabi Alonso depuis le début de saison parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le Real Madrid fondamentalement ils sont pas largués. Non, ils sont pas largués. Contrairement à l'année dernière en Ligue des Champions
Ils sont dans le top 8 actuellement, à 2 journées de la fin. Ouais, ils sont 7e. 7e à 12 points. 7e avec Voilà. 12 points, avec un calendrier de fin de parcours qui semble abordable. C'est la réception de Monaco qui est vraiment pas en verbe cette saison, et un déplacement à Benfica pour la dernière journée. En Liga, tu le disais, ils sont pas décrochés. Ils sont 2e à 4 points du Barça. Le Barça qu'ils ont déjà battu à l'aller, donc ils peuvent potentiellement le faire au retour. Ils sont pas largués. Ils sont pas largués. Comptablement, ils sont pas largués. Mais le problème, il n'est pas comptable. Il n'est pas au niveau des résultats purs et durs du Real. Il est autre part le problème. C'est ça. Le problème, c'est que le Real Madrid, c'est un club qui, de par son institution, de par son statut de meilleur club au monde et de par son histoire, prône l'excellence. Et quand Xabi Alonso arrive, on s'attend à l'excellence. Le problème étant que 6 mois plus tard, comme je l'ai dit, on le voit, les résultats sont bien en deçà des attentes sur tous les aspects. Donc, c'est surtout sur l'aspect du jeu et l'aspect dans ce que tu avais commencé à dire sur le changement de mentalité. Dans ce Real-là, on se rappelle, il arrive pour le début de la Coupe du Monde des clubs où il prend une danse contre le PSG, il perd 4-0 dans un PSG qui marche sur l'eau, personne n'était surpris. À ce moment-là, un Real en bout de souffle, en bout de cycle, et un PSG qui marche sur l'eau, et on s'est dit, bon voilà, Xabi Alonso, on va évidemment pas lui tomber dessus au bout de 15 jours avec cette équipe-là. C'est pas son équipe, il a tout un mercato pour refaire, il a tout un été pour bosser et pour faire comprendre à ses joueurs, essayer d'installer une méritocratie, essayer d'installer de nouveaux statuts, un nouveau style de jeu, du pressing, du jeu sans ballon, du jeu défensif à des joueurs qui n'ont pas forcément envie de faire des efforts. Et c'est ça surtout qui lui est reproché à Xabi Alonso, plus que des mauvais résultats, même si contre les gros, il faut le dire que oui, il y a cette défaite contre le PSG en Coupe du Monde des clubs, il y a cette défaite en championnat contre l'Atlético Madrid 5-2, il y a cette défaite à Liverpool, et là, plus récemment, la défaite contre le Barça en Supercoupe. Quand t'es le Real, t'as pas le droit de perdre un match. Quand tu perds un match, t'es en crise. Surtout quand tu perds contre les gros. Donc forcément, 2, 3, 4 défaites contre des grosses équipes dans des matchs importants, ça fragilise forcément un entraîneur. Et comme ce qu'on dit, c'est que dans le vestiaire, ça passe pas très bien, forcément, ça devait arriver là. On devait en arriver là. Ouais, on devait en arriver là, et pourtant, quelle déception, quelle déception. Sincèrement, moi je suis le premier surpris parce que voilà, Xabi Alonso, il a quand même une vision du football qui lui est propre. La plupart des joueurs du Leverkusen qu'il a coaché sont les premiers à prôner sa vision du football. Certains le considèrent comme un savant de la matière. Voilà, c'est un mec hyper apprécié de son vestiaire à Leverkusen. Les gars lui vouaient un culte énorme. C'est ça, hyper apprécié de son vestiaire. Beaucoup de joueurs du Real étaient ravis de le voir arriver dans la capitale, au club. Donc tout était bien parti. Et alors, du coup, alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Maintenant qu'on a fait un petit peu le bilan de Xabi Alonso, 28 matchs, 20 victoires, 5 défaites. Mais au-delà des résultats, pourquoi du coup ça n'a pas fonctionné pour lui au Real? Eh ben écoute, Julien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette deuxième partie. Du coup, Xabi Alonso, il a été licencié, Álvaro Arbeloa a été introduit, le communiqué est tombé lundi. On est aujourd'hui le 14 janvier, mercredi, on est 2 jours après ce communiqué qui a acté la fin entre Xabi Alonso et le Real Madrid. Si on devait faire une liste un petit peu de ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu te placerais en numéro 1, en vraiment principal responsable de l'échec Xabi Alonso au Real Madrid? Moi, je pense que de manière générale, après je vais un petit peu plus angler mon propos, de manière générale, je pense que c'est la gestion des statuts et des égos au sein du vestiaire qui fait que ça n'a pas marché. Je m'explique. Quand Xabi Alonso arrive, tu l'as dit tout à l'heure, il prône avant tout un système méritocratique. Ceux qui montreront le plus à l'entraînement, ceux qui se dépasseront le plus et qui seront le plus efficaces sur le terrain, seront ceux qui gagneront leur place pour jouer le week-end. Il l'a dit d'ailleurs, il a dit oui, c'est de ses phrases. C'est une des premières choses qu'il dit. C'est une de ses phrases qu'on a beaucoup ressorties et qui a été vraiment retenue de sa conférence de presse d'intronisation, c'est que ceux qui ne se courent pas ne joueront pas. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Et le problème, c'est qu'au Real Madrid, il y a des joueurs, faut le dire, qui sont des superstars,
Pas tous des super joueurs, mais des superstars en tout cas, ça c'est une certitude, de par leur statut. Et le problème, c'est que quand un joueur a un statut, il n'aime pas que ce statut soit remis en cause. Donc il y a l'exemple de Mbappé forcément, qui pour le coup est un mauvais exemple, parce que paradoxalement, on le critique, mais c'est un lui- super joueur pour le coup. c'est un super joueur, et c'est lui qui fait le meilleur début de saison. En tout cas, statistiquement au Real, offensivement, c'est le fer de lance. Clairement, il fait un c'est début de le saison fer de lance. stratosphérique. C'est le fer de lance de cette équipe. Mais on en arrive à un stade où, c'est-à-dire que des joueurs qui sont des titulaires intronisés depuis plusieurs saisons, et ben là, voient un coach arriver, et la première chose qu'ils entendent de lui, c'est si tu fais pas les efforts, si tu joues pas comme moi je le veux, tu perdras ta place. Donc là, quid du reste. On en arrive à un stade où Xabi Alonso débarque au Real et se doit de gérer ce vestiaire. Le problème principal, c'est qu'au Real, on l'a vu, la hiérarchie, elle n'est pas toujours respectée. Tu parlais de la finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça, cette défaite il y a quelques jours. À la fin du match, on voit ces images que tout le monde a vues de Xabi Alonso qui s'apprête à lancer la traditionnelle haie d'honneur pour les vainqueurs, donc le Barça, et Mbappé qui fait non, tout le monde rentre au vestiaire, on fait pas de haie d'honneur aux rivaux. Là, c'est quoi le message qui est envoyé? Le message qui est envoyé, c'est qu'au final, ceux qui commandent, c'est les joueurs. L'entraîneur, c'est le patron du vestiaire. C'est censé l'être en tout cas. C'est censé l'être en tout cas. Le problème, c'est qu'en fait, au Real Madrid, les joueurs, c'est eux qui font la loi. Pourquoi? Parce que Florentino Pérez, aussi grand dirigeant de football soit-il, quoi qu'on puisse lui reprocher, il met plus en avant l'image que renvoie le club, le statut et l'institution, que véritablement la gestion footballistique et sociétale du club en elle-même. Donc, les joueurs commandent. Et la parole du coach, elle est en permanence remise en question. Et la vision que lui avait de la gestion stratégique, du management du vestiaire, tout ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas appliquer. Alors que, paradoxalement, c'est la chose pour laquelle il avait été recruté au départ. Il a en permanence une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que sur son dernier mois et demi, chaque match peut lui coûter sa tête. De toute façon, on avait bien compris que la première défaite qui arriverait, ça serait le dernier match de Xabi Alonso. Ça serait le match de Xabi Alonso. Donc il a cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Il a son vestiaire tout du moins une partie de son vestiaire qui commence à perdre petit à petit. Il a une direction qui ne le soutient pas. Donc il est un petit peu seul face au monde. Et comment est-ce que tu veux travailler dans ces conditions-là, surtout quand tu es à la tête de la plus grande institution footballistique du monde? C'est ça qui me paraît assez fou dans tout ce que tu dis. On a loué pendant des années l'institution Real Madrid, où il n'y avait pas un joueur qui était au-dessus de l'institution. Le Real Madrid a prouvé à je ne sais combien de reprises qu'il n'y avait aucun joueur qui était au-dessus du club. Et quand tu parles de Mbappé qui refuse de faire la haie d'honneur en finale de Supercoupe d'Espagne et que ses coéquipiers le suivent et du coup désobéissent à leur entraîneur qui est censé représenter l'institution, pour moi, c'est quelque chose qui, normalement, devrait être inconcevable au Real Madrid. Ce club qui est censé être la plus grande institution de l'histoire du foot, parce que 15 Ligues des Champions, parce que le club le plus titré, le club le plus supporté dans le monde, etc., devient une république de joueurs. Moi, ça me surprend. Et quand tu regardes un petit peu les entraîneurs qui ont réussi au Real Madrid, en fait, c'est là où on comprend en fait que la République des joueurs en fait s'impose au Real Madrid. C'est que ces deux entraîneurs sur ces dernières années qui ont fonctionné, c'est Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti, qui ont très très bien fonctionné puisque c'est 6 Ligues des Champions quasiment en 10 ans, entre 2014 et 2024 pour ces deux entraîneurs-là. Donc on peut pas dire que ce soit un petit bilan, mais surtout des entraîneurs qui ne sont pas des tacticiens purs dans ce qu'on pourrait appeler. C'est des meneurs d'hommes. C'est des meneurs d'hommes. C'est des entraîneurs, qui vont être dans la câlinothérapie, qui vont être dans le managériat des hommes. Dans la gestion des égos, tout simplement. C'est des hommes qui, de par leur carrière, de par ce qu'ils ont fait avant, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, ont une aura qui fait qu'ils arrivent à trouver les mots et surtout à caresser dans le sens du poil. Mais pourtant, Xabi Alonso a cette carrière-là aussi. Donc c'est pour ça,
comment dire que Zinedine Zidane, qui n'avait pas coaché avant de prendre le Real Madrid en main, ait réussi à installer une confiance, un climat de confiance avec ses joueurs, et pas Xabi Alonso qui est une légende du Real, on l'a dit, qui a gagné en tant que coach, on l'a dit, parce que moi je pense que c'est surtout un entraîneur qui a voulu révolutionner le jeu du Real. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aussi il y a peut-être l'effectif qui y joue. L'effectif qu'avait Zidane n'était pas le même, que ce soit en termes de qualité pure footballistique ou même en termes de mentalité, c'est pas le même que celui qu'avait Xabi Alonso. Bien sûr. Peut-être que Xabi Alonso aussi a manqué un petit peu de tact, peut-être, ça on ne le sait pas. On sait que voilà, il y a ces fameux inside où en début de saison, il y aurait une altercation à l'entraînement avec des joueurs, où il aurait dit coacher une crèche ou une école pour enfants, quelque chose comme ça. Voilà, ça aurait déplu à certains joueurs. Et pourtant, c'est un coach auquel on peut pas faire beaucoup de reproches. Il a pas eu les cartes en main nécessaires pour mettre en avant son jeu. Je pense pas qu'il ait eu le mercato qu'il attendait parce que voilà, il y a des profils comme Trent Alexander-Arnold, qui avait déjà été ciblé depuis longtemps par la cellule de recrutement et Florentino Pérez. Qui est pas du tout un joueur style Xabi Alonso. Ça. Et pourtant, ce qu'il nous a montré au Leverkusen, c'est un style de jeu vers l'avant assez rapide, de pressing, de jeu positionnel, de dépassement de fonction, un petit peu avec des joueurs qui ont plusieurs rôles. On se souvient d'un Jérémy Frimpong qui était à la fois latéral dans une défense à 5 quand il n'avait pas le ballon, mais à la fois l'ailier droit quand ils avaient le ballon, qui pouvait être buteur. Un Wirtz qui était à la fois le meneur de jeu et l'homme providentiel pour stater dans cette équipe-là. Une structure comme ça au Real Madrid, aujourd'hui, c'est pas possible parce que je suis d'accord avec toi, t'as pas le matos nécessaire, mais parce que surtout, t'as des joueurs qui ne veulent pas adhérer à ce genre de projet et qui jouent un petit peu pour leur gueule aussi, il faut le dire. Ouais, et puis comme tu l'as dit aussi, c'est des joueurs en fait qui ont des qualités, pas forcément qui sont semblables, mais en tout cas qui ont des attentes qui sont similaires, que ce soit Vinicius ou Rodrigo, les deux veulent jouer à gauche. Mbappé prône plutôt un désir pour jouer dans l'axe. Sauf qu'il se déporte souvent de par il joue beaucoup à gauche. Voilà. Il joue énormément à gauche. Donc en fait, cet équilibre que voulait créer Xabi Alonso, il peut pas le mettre en place. Pourquoi ? Parce que les joueurs ne veulent pas. Et si les joueurs ne veulent pas, c'est eux qui ont le dernier mot au Real. Donc... Est-ce que le Real est devenu incoachable aujourd'hui ? Je pense pas que le Real soit un club qui soit incoachable, dans le sens où, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des joueurs qui sont des joueurs de qualité, qui ont toutes les compétences nécessaires pour réussir. Après, il est vrai que le problème étant que, visiblement, quoi que l'on essaye, quoi qu'on ait essayé, ces joueurs-là ne veulent pas entendre autre chose que leur propre désir, que leurs propres paroles. Donc, oui, je pense que il y a besoin de mouvement dans l'effectif. Je pense qu'il y a besoin de ramener un coach qui soit purement un véritable meneur d'hommes à la Zidane ou à la Ancelotti. Donc on sait que Florentino Pérez avait visé un retour de Zidane, avait visé Jürgen Klopp. Visiblement, ça n'a pas abouti du tout. Donc maintenant, c'est sûr que Arbeloa, qui est du coup le nouvel entraîneur du Real, je doute que c'était le premier choix. Non, je doute que c'était le premier choix. Absolument, c'était pas du tout le premier choix, mais je pense que le Real Madrid est coachable dans le sens où il est possible d'avoir des résultats avec ce club. Je parle de résultats qui sont purement mathématiques et qui sont des résultats sur le terrain. Mais après, si on veut une véritable évolution du club, si on veut que le club progresse et si on veut qu'il retourne sur les bons rails, là, par contre, effectivement, je pense que dans la mesure actuelle des choses, c'est impossible. Toi, c'est quoi ton avis sur la question ? Moi, je pense que cet effectif-là est devenu incoachable. Parce que une fois que les joueurs ont des statuts, c'est très compliqué, surtout des statuts de ce niveau-là, de leur faire entendre que ces statuts ont changé. Tu l'as dit aujourd'hui, Vinicius, Mbappé sont deux joueurs qui sont les leaders offensifs de ce Real Madrid-là. Moi, je pense que ce n'est pas compatible parce que c'est deux joueurs qui devraient évoluer en haut à gauche d'une attaque. Même si Mbappé veut jouer dans l'axe aujourd'hui, tu l'as dit, il se déporte beaucoup côté gauche. C'est ça le problème, c'est que Mbappé
si on parle dans un monde parallèle où Vinicius et Rodrigo s'en vont tous les deux en même temps, le même été du Real, Mbappé ne voudra, je pense, quand même pas jouer sur l'aile gauche parce que il veut toujours jouer dans l'axe. Donc c'est-à-dire que si tu mets en place un système qui exige une attaque à 3, tu auras toujours Mbappé qui marchera dans les pattes d'un potentiel ailier gauche. Justement, et c'est là où tout est là, où le problème est que des profils comme Mbappé et Bellingham, moi je pense qu'ils peuvent s'associer parce que l'un peut remplir la fonction de l'autre. Quand Mbappé se déporte sur le côté, Bellingham peut venir occuper l'axe, peser sur la défense. Quand Mbappé prend la profondeur, Bellingham peut jouer ce rôle de meneur de jeu. Pour autant, Vinicius plus Mbappé plus Rodrigo plus Bellingham, pour moi c'est impossible parce que déjà Vinicius et Mbappé ne sont pas des joueurs qui sont tactiquement faits pour jouer dans le football moderne. À la perte du ballon, ils sont trop peu concernés pour réussir dans le foot moderne. Aujourd'hui, Bellingham, il a un statut qu'il a acquis parce qu'il a fait une énorme saison, sa première où il est arrivé au Real en tant que joueur qui stat, de milieu offensif qui stat, limite attaquant. Ouais, c'était limite un second attaquant. Limite attaquant. Et ben une fois que ces joueurs ont ces statuts-là, c'est très dur de les déboulonner. C'est très dur de mettre Bellingham, Vinicius sur le banc. Rodrigo, c'est peut-être un poil plus facile, mais c'est quand même pas évident. Et donc, tu es obligé de les aligner parce que sinon, il y a une problématique d'ego. Et après, c'est toute ton équipe. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur la qualité des milieux de terrain, que ce soit Tchouaméni, Valverde, Camavinga. C'est pas des Toni Kroos, c'est pas des Casemiro qui sont capables de driver n'importe quelle équipe ou de colmater toutes les brèches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'idée, pour moi, cet effectif-là est incoachable au niveau auquel veut jouer le Real Madrid, c'est-à-dire jouer pour gagner toutes les compétitions. Aujourd'hui, c'est pas possible d'essayer d'asseoir une autorité quand tu sors Vinicius et que il râle pendant 4 minutes sur le banc aux yeux des caméras du monde entier. Quand même Raúl Asensio, qui est un no-name du Real, qui devrait être un no-name du Real, que tout le monde connaît parce qu'il joue au Real, mais il devrait pas jouer au Real. C'est un joueur qui s'est retrouvé là un peu par hasard. Qui est au mieux un joueur de complément, de rotation, qui devrait remercier sa bonne étoile tous les matins pour être au Real. Si même lui se permet de tenser son coach quand il le sort sur un match, c'est que dans le vestiaire, en fait, n'importe quel coach, à mon avis, ne pourrait pas asseoir son autorité sur ce groupe-là. C'est ça, on en revient tout simplement à ce problème de statut des joueurs qui, pour moi, est le fond de tous les maux dont souffre le Real. Là où je te rejoins, c'est que je pense qu'il faut du mouvement dans l'effectif. Justement, on va y venir. Mais ouais, franchement, il faut du mouvement, il faut que ça change. Je pense que cette saison, le Real a encore de quoi faire quelque chose. Je pense que rien n'est complètement perdu. Ça reste un effectif de qualité. Mais du coup, on peut passer à cette dernière partie. Passons à la dernière partie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le Real Madrid pour la fin de saison ? Xabi Alonso n'est donc plus là. C'est Alvaro Arbeloa qui était coach de la Castilla qui va reprendre en main cet effectif du Real. Il a fait ses premières séances d'entraînement là hier et aujourd'hui avec ce Real qui va devoir donc avoir la lourde tâche d'essayer de ne pas avoir une saison blanche. Mais au-delà de la fin de saison, ce qui est déjà en train d'intéresser un petit peu le monde du foot, c'est comment le Real va sortir de cette crise. Mais pas juste en gagnant 3-4 matchs avec Alvaro Arbeloa sur son banc, parce que je pense pas que Alvaro Arbeloa ça soit le coach du futur pour le Real Madrid. Et il n'est pas prévu pour l'être en tout cas. Je pense qu'il n'est pas prévu pour l'être. Est-ce qu'il finira ne serait-ce que la saison ? Je pense qu'il finira tout de même la saison parce que on va lui dire que si jamais ça marche pas, c'est parce qu'il a récupéré entre guillemets un vestiaire en cendres sur Xabi Alonso. Mais c'est pas là que je veux emmener le débat. Je veux l'emmener plus sur quoi faire de cet effectif-là. J'en parlais tout à l'heure. Pour moi, il n'est pas du tout compatible avec les ambitions du Real Madrid. Pour moi, il faut trancher dans le vif. Il faut qu'il y ait des grandes décisions qui soient prises, que cette ère des Avengers après les Galactiques se termine. Ces fantasmes d'empiler que des grands joueurs, que des très bons joueurs, mais sans penser au fait qu'il faille une équipe, il faille des joueurs un petit peu de devoir
Il faut retirer ce fantasme-là. Il faut trancher dans le vif. Et pour moi, trancher dans le vif, ça veut dire au moins que de ce quatuor de tête, il y en ait au moins 2 qui s'en aillent. Ok, je te rejoins sur un point. Je pense qu'il faut du mouvement, notamment sur le quatuor offensif. Cependant, je vais émettre quelques petites contradictions. La première étant que je pense que le Real a déjà de très bonnes bases. Dans le sens où, comme je l'ai dit, un effectif comme celui-là a toujours eu des joueurs stars, peut-être pas autant, mais a toujours eu des joueurs stars, des joueurs de qualité, des joueurs qui représentent en termes d'image, mais aussi en termes sportifs, le club sur le terrain. Donc, on a par exemple Mbappé, qui pour moi ne bougera pas et qui, même de manière générale, ne doit pas bouger. Je suis d'accord sur Mbappé. Mais le joueur c'est pas lui que je star, ferais partir. c'est le joueur star de Florentino Pérez, celui dont on parlait depuis des années. Il est là, sa saison actuelle, quoi qu'on en dise, est pour le moment une réussite. Dans tout cet imbroglio qu'est la situation du Real, on a Bellingham, qui pour moi est aussi un joueur star auquel il ne faut surtout pas toucher. Bellingham est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes, qui nous a prouvé son efficacité. Et avant de passer aux 2 Brésiliens, je tiens à préciser que pour revenir sur les bases, il y a tout au Real pour reconstruire quelque chose de beau. Il y a de la jeunesse. Xabi Alonso, il a été critiqué, mais en attendant, depuis qu'il est arrivé, Arda Güler a plus de la moitié des minutes maximales possibles à jouer cette saison. Et il a donné beaucoup de temps de jeu aussi à Massantuono, qui me semble occupe une moyenne de 35% des minutes du Real, toutes compétitions confondues cette saison. Donc il y a de la jeunesse. Hussein qui a débarqué cet été, Voilà, Carreras qui a débarqué cet été. Carreras et Hussein qui pour moi sont des jeunes joueurs qui malgré tout ont déjà quand même une certaine expérience. Hussein qui a été formé à la Juve, qui a fait une excellente saison à Bournemouth. Carreras qui nous vient international espagnol. Carreras qui nous vient d'une équipe du Benfica qui tournait plutôt bien quand même et qui reste une institution du football. Donc pour moi les bases sont solides. Maintenant, Rodrigo Vinicius, qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi je suis pas d'accord avec toi. Pour moi il n'y a pas 2 joueurs du quatuor de tête qui doivent partir. Pour moi il n'y en a qu'un seul qui doit partir. Et s'il y a un nom que je devrais citer, je pense que tout le monde s'y attend, c'est Vinicius. Il y a eu beaucoup trop d'histoires entre lui et la direction madrilène. Il n'est plus le même sur le plan mental depuis le Ballon d'Or qu'il n'a pas réussi à obtenir. Donc pour moi, je pense que Vinicius a besoin d'un renouveau. Il a besoin d'être la star et l'unique star d'une équipe, d'un grand club. Pourtant, on a plus tendance à envoyer Rodrigo à l'extérieur. Pourquoi pas? Mais pour moi, j'ai envie de tester ce fameux Rodrigo sur l'aile gauche. Rodrigo, il a toujours su se rendre décisif lors des grandes échéances. Ouais. C'est un joueur qui, je pense, sur l'aspect mental, et je ne vais pas dire plus malléable, parce que ça pourrait être vu de manière assez péjorative, mais qui en tout cas a l'air d'être plus à l'écoute, qui accepte plus la contradiction qu'un Vinicius. Et pour moi, c'est un joueur qui pourrait mieux Il fait moins d'histoire. Il fait moins d'histoire. Et pour moi, il pourrait mieux s'ancrer dans le collectif d'un Real Madrid en reconstruction. Si tant est qu'on accepte les saisons de reconstruction au Real. Je suis assez d'accord sur Vinicius et c'est évidemment le premier joueur qui est pointé parce que on vient de le dire, il a un comportement qui est assez contradictoire avec ce qu'on attend d'un leader, d'un club comme le Real. Mais je dirais que seulement Vinicius, c'est pas assez pour moi. Et je pense qu'il faut faire un choix aussi entre Mbappé et Bellingham. Parce que oui, Mbappé est, comme tu le dis, le joueur star de ce Real Madrid, celui qui stat, celui qui finit les actions, celui qui joue tous les matchs, etc. Mais c'est ce qu'on a en fait, c'est un peu ce qu'on attendait de Bellingham quand il est arrivé. On pensait que Bellingham allait prendre ce rôle-là, ce costume de patron du Real, et c'est un petit peu ce qu'on lui a donné. C'est un petit peu ce qu'il a acquis, en tout cas, je trouve, sur cette année, sur sa première année où ils vont chercher la Ligue des Champions en 2024. Vinicius n'a pas eu son Ballon d'Or, c'était lui qui était le leader du Real, mais on s'attendait à ce que Bellingham prenne le costume de patron, de ce joueur clé du Real Madrid. Et je trouve que du coup, il y a un combat de coq qui s'installe entre lui et Kylian Mbappé.
qui me paraît difficilement tenable sur la longueur. Tu as dit tout à l'heure qu'il Mbappé ne veut plus jouer à gauche. Ouais. On est assez d'accord pour dire que Bellingham, c'est un joueur qui, au mieux, au plus bas du terrain, c'est un 8, mais que c'est un joueur, un milieu très offensif, voire un deuxième attaquant. Oui, on l'a vu, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que moi, là, j'avoue que j'arrive pas à te suivre dans cette remise en question Justement, je trouve que Bellingham, c'est pas un joueur qui, sans le ballon, est assez fort pour jouer 8 dans un milieu de terrain qui est pas assez costaud à côté de lui. Et Mbappé n'est pas un joueur, un 9 qui voudra d'un deuxième attaquant à côté de lui. Donc, si sur le papier tout à l'heure je te parlais de compatibilité entre les deux parce que Kylian Mbappé pourrait jouer sur le côté gauche et Bellingham pourrait occuper l'axe, en réalité c'est un fantasme et je ne pense pas que ça se passe. Jude Bellingham, il a 22 ans aujourd'hui, soit tu lui donnes les clés, à mon avis, soit tu le fais partir. Si je suis le Real Madrid et que je prends le pari de choisir Mbappé sur Vinicius et sur Bellingham, et ben je vais jusqu'au bout de la démarche et je fais partir les deux autres et je construis une équipe en gardant Rodrigo, pourquoi pas sur l'aile gauche, avec un autre joueur à droite et un milieu de terrain très fort qui va vraiment régner sur toutes les rencontres et je fais mon équipe pour mettre en avant Kylian Mbappé dans ce rôle de buteur qu'avait Cristiano Ronaldo et je vais vraiment plus loin. Juste changer Vinicius et rajouter un ou deux milieux de terrain, pour moi, c'est plus de la retouche que de la révolution. Et je pense qu'il faut une révolution dans ce Real Madrid. Révolution, oui, mais en faisant sortir un Bellingham, je maintiens que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Bellingham, je pense que c'est un joueur qui est encore jeune. Je pense que c'est un joueur qui a encore une marge de progression dans certains aspects du jeu, notamment, j'y reviens, les phases de jeu sans ballon. Et je pense que c'est un joueur qui, actuellement, en vérité, quand on prend les débats publics, entre guillemets, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tous ces débats de comptoir qu'on a tous jour après jour sur le foot, je pense que quand on parle, entre guillemets, de la bataille pour le rôle de leader au Real, Bellingham n'est pas dans la discussion. On parle souvent de Mbappé. Moi, je pense que lui, il veut l'être, en tout cas. On parle de Mbappé et de Vinicius, oui, mais je pense que lui-même a conscience, en fait, qu'il n'est même pas dans le débat. Après, je te rejoins sur un point. C'est vrai, c'est juste, t'as pas mis exactement les mots dessus. C'est que, effectivement, Bellingham a été recruté en ayant reçu la promesse d'être un leader de vestiaire. Actuellement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il en a un statut, mais pas aussi influent qu'un Vinicius ou qu'un Kylian Mbappé. Après, si tu veux une vraie révolution, effectivement, ouais, faire partir Bellingham, faire partir. Moi, je pense que c'est nécessaire. Faire partir Vinicius. Mais pour moi, déjà, s'il fallait une vraie révolution au Real, il aurait fallu que Mbappé bascule à gauche et que le Real recrute un neuf de classe mondiale. On pense tous à Haaland, je pense qu'au final, ça projetterait le même problème qu'on a actuellement. Il voudrait être leader, il ne pourrait pas l'être, mais un neuf de classe mondiale. Voilà. En tout cas, dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Qu'est-ce que devrait faire le Real? Il y a le mercato là, qui est en cours en ce moment. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que le Real ne devrait pas trop bouger, peut-être aller chercher un joueur pour essayer de rétablir un peu l'équilibre. Mais c'est surtout cet été qu'il y aura beaucoup de questions et notamment qui va faire les frais entre guillemets de cette nouvelle saison qui s'annonce compliquée pour le Real après la dernière où Ancelotti a été un petit peu poussé vers la sortie. Dites-nous ce qui est en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec Samy ou c'est globalement un gros départ qui va changer le Real ou si vous êtes comme moi pour une révolution un petit peu plus complète et vraiment une grosse revue d'effectifs et notamment dans ses leaders. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. En tout cas, ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir de tourner ça. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire, lâcher un petit pouce bleu, un petit like. Hein. Ça fait toujours plaisir. Vous savez comment ça marche. Hein. Le référencement, plus il y a des pouces bleus, plus il y a des commentaires, plus la vidéo sera vue par des amateurs de foot comme vous et comme nous sur YouTube. Et puis on pourra vous proposer du contenu de qualité. Voilà. C'est ça, et surtout si vous avez des idées de sujets, des idées de vidéos, de concepts, n'hésitez pas à nous les donner. Nous, en tout cas, on en discutera et on fera toujours de faire en sorte de se renouveler continuellement. Donc voilà, on est à votre écoute. Merci d'avoir été à la nôtre et bonne journée à vous. À bientôt.